Compte rendu de la 72e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 7 octobre 2022 par visioconférence la 72e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la prise en charge humanitaire des déplacés dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwilu et Kwango. Les conflits Yakateke qui couvrent depuis plus d'un mois dans les territoires de Kwamut a pris des proportions inquiétantes avec des pertes en vies humaines et matérielles. Cette situation inacceptable vient troubler la paix entre communautés qui ont toujours vécu en harmonie. Au-delà des efforts louables déployés jusque-là, à la fois par les autorités provinciales et celles du gouvernement central, d'autres défis demeurent, notamment la sécurisation de la route nationale numéro 17. Le président de la République a aussi tenu à lancer un vibrant appel au calme à l'ensemble de la population du Grand Bandundu, qu'il exhorte à redoubler de vigilance pour dénoncer tout acte susceptible d'exacerber le conflit. Le président de la République a en outre encouragé le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale d'activer rapidement un plan de gestion des flux migratoires et impacts sociaux comme réponse rapide et efficace pour une prise en charge d'urgence. Il a été aussi chargé de lancer sans délai une campagne de solidarité nationale en mettant à contribution la société civile pour la sensibilisation de la population à cultiver la paix dans ces coins de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, les ministres de la Défense nationale, à travers leurs services spécialisés sous les supervisions du Premier ministre, ont été chargés de documenter des faits infractionnels sur l'ensemble du périmètre concerné de la zone de conflit et d'accélérer les rétablissements partout de l'ordre public. Deuxième point de la communication du président de la République, de la rationalisation de l'action de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'état de droit. Le président de la République a rappelé, comme souvent dans ses communications, les rôles pivots reconnus à la justice dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Il lui revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi, scandaleusement à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre les peuples et la justice. Au regard des dysfonctionnements relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait se mobiliser pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Le président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, car face à une telle situation, c'est lui qui devient, pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice.
sans enfreindre à l'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire, qui, bien plus qu'un droit exclusif pour le magistrat, est une garantie reconnue pour les justifiables d'avoir une justice impartiale. Le président de la République a chargé la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux de travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature en activant la passerelle légale du cadre de concertation prévu à l'article 17 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes de solutions rapides. Autant que l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, comme instrument d'accompagnement du ministère de la Justice, est appelé à jouer son rôle de manière efficace. Il va sans dire que si le problème est structurel, une évaluation s'avère capitale et doit conduire à une révisitation de mécanismes légaux ou même institutionnels afin d'insuffler à la justice un souffle nouveau. Troisième point de la communication du président de la République, de la délivrance des documents relevant de l'autorité de l'État. La construction d'une administration publique dynamique est un pilier majeur du renforcement de l'autorité de l'État et par ricochet du développement de notre pays, a rappelé le président de la République. Aussi, l'un des indicateurs d'une administration dynamique est la promptitude de ses actions et interactions dans ses rapports avec les usagers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il est donc inadmissible que la délivrance des documents qui matérialisent l'autorité de l'État, passeport, imprimé de valeur, titres académiques scolaires, les documents relevant de l'identification, permis de conduire, etc., deviennent une question des mois, voire des années. Pour ce faire, le président de la République a chargé les membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, d'agir avec diligence pour qu'avant la fin de cette année 2022, des options claires soient levées en vue d'une solution durable à ces problèmes qui est une cause des graves inquiétudes nationales. Dans le même sens, le président de la République a encouragé le Premier ministre à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la responsabilité de la production de tous les imprimés de valeur puisse revenir de manière définitive et exclusive à l'hôtel de monnaie de la Banque centrale du Congo. Dernier point de la communication du président de la République, de la nécessité de renforcer les activités du service national et de les étendre progressivement à d'autres provinces. Le président de la République a rappelé que depuis sa relance, le service national a produit plus de 6 000 tonnes de maïs à Kanyamakasese dans le Mali et Lovo dans le Congo central et travaille pour en produire au moins 10 000 tonnes à la fin de l'année 2022. Ainsi, le service national approvisionne régulièrement les cantines de militaires en farine de maïs, contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs familles. Le président de la République a précisé que le service national a recruté plus de 3 000 jeunes qui, pour la plupart, étaient des délinquants, considérés comme des perdus de la société. Ces anciens délinquants sont devenus des bâtisseurs. Ils ont pu retrouver une identité, une fierté et une considération pour la nation. Les activités du service national participent tant soit peu à l'amélioration de la sécurité alimentaire, notamment par la stabilisation de prix de certaines denrées, à l'amélioration de conditions de vie de population en général et des militaires en particulier, à la construction des infrastructures et équipements d'utilité publique, à la réintégration sociale des jeunes délinquants et à l'amélioration de la sécurité dans les villes par une insertion professionnelle et sociale réussie de ces jeunes. D'où a-t-il insisté la nécessité de renforcer les dites activités et de voir le service national se déployer à travers toutes les provinces de la République dans le meilleur délai. À la suite du président de la République, le Premier ministre et chef du gouvernement a d'une part fait part de la poursuite du dialogue avec le banc syndical de médecins et d'autres professionnels de santé à Bibois et de la nécessité de faire aboutir ces processus dans le cadre du dialogue social. Et d'autre part, il a fait l'économie
du programme de développement local de 145 territoires qui atteint son point culminant. Pour ce qui concerne le programme de développement local de 145 territoires, celui-ci est rentré dans une phase décisive de sa mise en œuvre avec la signature cette semaine de contrats de marché entre la CFF et les sociétés congolaises qui ont gagné les différents contrats. Le président de la République a, à la suite du Premier ministre, donné spécialement la parole à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, qui a fait le point au Conseil du déroulement des travaux de la pré-COP 27 qui se sont tenus du 3 au 5 octobre 2022 à Kinshasa, à la suite de travaux des scientifiques qui ont eu lieu en septembre dernier en Yangambie. Cette réunion ministérielle, qui a connu la participation de plus de 53 pays et de plus de 308 experts venus de 4 coins du monde et de 5 continents, avait pour objectif de préparer la réunion de la 27e conférence de parties, proprement dite prévue au mois de novembre prochain à Sharm el-Cheikh en Égypte. En marge de ces travaux, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a eu des échanges en bilatéral, notamment avec John Kerry, l'envoyé spécial climat du gouvernement américain, avec qui il a été question de la mise en place effective du groupe de travail entre les deux pays, comme annoncé lors de sa visite par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Avec le Brésil et l'Indonésie, il a été question de sceller les partenariats entre les 3 États pour la préservation des différents bassins. De ces travaux, il en ressort la demande pressante faite aux pays pollueurs de tenir leurs engagements. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a conclu son propos en rappelant que la tenue de ces travaux a consolidé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution au changement climatique. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information. 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a informé le Conseil de l'état du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre le groupe terroriste, principalement dans les 2 provinces sous état de siège, mais aussi des opérations et de la situation sécuritaire dans le Grand Bandundu de manière générale et particulièrement dans les territoires de Kwamut. Dans la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été dominé entre autres par la satisfaction de celle-ci et au sein des unités des forces armées de la République démocratique du Congo après les nominations intervenues dans la direction de nos forces armées. La calmie observée ces derniers jours entre les communautés Yaka et Teke dans la province du Mai-Ndombe, l'ouverture le 3 octobre 2022 par le Premier ministre des travaux préparatoires de la 27e conférence des Nations Unies sur les climats. Poursuivant sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a, pour sa part, présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays qui demeure globalement sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Dans l'Est, les opérations militaires se poursuivent contre le groupe armé et les forces négatives afin de rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du pays. À l'Ouest, la situation de Kwamut dans la province du Mai-Ndombe sous contrôle des forces de défense et de sécurité et celle-ci s'organise pour le ratissage en direction du sud vers la province du Kwilu. Abordant le volet sanitaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation de la Covid-19 qui reste maîtrisée à la semaine épidémiologique 39 avec une létalité tournant autour de 1,5% et les autres statistiques. Il a rappelé le message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention appelant à la vigilance, au respect des mesures barrières et évidemment à la vaccination. Poursuivant son propos, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention
a informé le Conseil, à la suite de l'introduction du Premier ministre, de la tenue en cours du second atelier résidentiel portant sur la réactivation des avantages sociaux de médecins et des autres catégories de son secteur. Ces assises se tiennent depuis le 5 octobre 2022 à Bibois, sous l'impulsion du Premier ministre et chef du gouvernement et la supervision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public qui coordonne la commission socio-culturelle du gouvernement afin de rencontrer les revendications du secteur. En outre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a aussi porté à la connaissance du Conseil des revendications spécifiques des autres catégories de la santé non médecins qui ont réclamé la prise en compte de leur liste à la mécanisation au salaire pour le 4e trimestre 2022. Le Conseil de ministres a pris acte de cette note d'information et le ministre de la Santé a été encouragé à poursuivre les discussions afin de faire aboutir dans les meilleurs délais les discussions en cours avec les médecins ainsi que les autres catégories qui y sont liées. Rapport intérimaire du processus d'identification biométrique des agents de carrière des services publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a indiqué que lors de la 52e réunion du Conseil de ministres, tenue le 6 mai 2022, le président de la République, chef de l'État, avait chargé son ministère à finaliser la constitution du fichier des références de l'administration publique FRAP afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiente. En effet, l'identification biométrique de tous les agents et fonctionnaires de l'État est une urgence sur le plan stratégique, économique et social. Elle favorisera le recrutement rationnel, réduira les saignements du trésor public et garantira la qualité de la dépense publique. Cette identification s'est fait suivant une approche progressive, participative et transparente, avec la parfaite implication de tous les services publics de l'État concernés. Sur 74 services publics centraux concernés, 63 administrations sont déjà identifiées. 9 services sont en cours d'identification, tandis que 2 sont en attente. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a aussi fait part au Conseil des contraintes auxquelles il fait face pour que le gouvernement s'y penche pour ainsi renforcer le processus de pilotage, pour ainsi renforcer les pilotages de ces processus d'identification. Il a annoncé la clôture des opérations d'identification biométrique au niveau central au 30 octobre prochain et le lancement des opérations d'identification biométrique en province et des entités territoriales décentralisées pour le lundi 10 octobre 2022. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien de construction de la voirie dans la ville-province de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté les avancées considérables enregistrées sur les chantiers de projets particuliers réalisés et en cours de réalisation pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers ainsi que la lutte anti-érosive à Kinshasa et dans certaines provinces du pays. Ces rapports globalement satisfaisants a pris en compte les chantiers de projets en cours financés par les trésors publics, ceux en partenariat public-privé et ceux réalisés avec l'appui des bailleurs de fonds. Le Conseil a pris acte de ces rapports. À son tour, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a fait le point sur la mise en œuvre de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives. Le ministre d'État a motivé la nécessité de voir la nomenclature de droits, taxes et redevances à percevoir par les services nationaux de coopératives et organisations paysannes au profit du Trésor public être reprise dans le projet de loi des finances 2023 dans l'objectif d'organiser rapidement les secteurs coopératifs dans notre pays. De ces faits, il a présenté au Conseil le projet de la dite nomenclature qui reprend 4 points principaux actes, à savoir
la taxe sur l'immatriculation d'une coopérative, la taxe sur la délivrance du certificat d'agrément d'une coopérative, les amendes transactionnelles, etc. L'insertion dans le budget de l'État de l'exercice 2023 mettra un terme à la dichotomie engendrée dans l'exécution des dispositions du traité relatif à l'OHADA, à l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives, ainsi que la Constitution de la République démocratique du Congo. Aussi devra-t-il permettre à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD de déterminer l'assiette des calculs et les taux d'imposition, de fixer les modalités de perception de ces droits, taxes et redevances, et ce suivant le principe constitutionnel, pas de taxes sans loi. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Au point 7, sur ces chapitres de points d'information, le ministre des Finances a présenté au Conseil le plan de rationalisation des charges non fiscales pour fin septembre 2022 qui constitue un repère structurel pour la troisième revue du programme économique conclu avec le Fonds monétaire international en cours de préparation. La première phase de ces plans concerne quelques actes encadrés par 14 services d'assiette, à savoir les affaires étrangères et coopération internationale, communication et médias, enseignement supérieur et universitaire, tourisme, agriculture, pêche et élevage, autorité de régulation de postes et télécommunications, environnement et développement durable, culture et art, emploi, travail et prévoyance sociale, sport et loisirs, justice et garde des sceaux, transport et voies de communication. Le ministre des Finances a précisé que la rationalisation vise, entre autres, à présenter le droit à taxes et redevances du pouvoir central, à éliminer ou devant subir une augmentation des taux et ceux à fusionner, à élaborer une nouvelle nomenclature, nouvelle présentation qui remplace la présentation actuelle et à définir le terme des références avec l'appui de l'assistance technique du FMI sur la synthèse de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux recettes encadrées par la DGRAD afin d'aboutir à l'élaboration du Code général des recettes non fiscales. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Recommandations issues du deuxième forum africain sur l'exploitation minière à Addis Abeba. Le ministre de l'Industrie a informé les conseils des recommandations phares pour la République démocratique du Congo, formulées à l'issue du deuxième forum africain sur l'exploitation minière tenu à Addis Abeba. Il a signalé que ces forums étaient organisés autour du thème « La vision minière africaine à l'ère de la transition énergétique verte et de la numérisation, défis et opportunités ». À la suite de ces assises, des recommandations ont été formulées pour la République démocratique du Congo, notamment celles liées à la nécessité pour les États membres de l'Union producteurs de minerais et métaux stratégiques verts de ratifier les statuts du Centre africain de développement minier. De ces points de vue, la République démocratique du Congo devrait saisir cette opportunité au regard des avantages comparatifs qui vont avec les 10 centres et être parmi les premiers à ratifier les statuts relatifs aux questions de transition énergétique. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Deux autres rapports qui concernent le ministère de l'intégration régionale. Le ministre de l'intégration régionale a présenté deux rapports au Conseil. Le premier a porté sur l'état d'avancement des préparatifs du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. À ces propos, il a indiqué que le taux global d'exécution des travaux est à ce jour satisfaisant sur tous les chantiers, suivant les explications fournies par les services habilités, notamment au cours de la visite de terrain effectuée par le Premier ministre chef du gouvernement. Et le délai de livraison de tous les ouvrages est approximativement estimé à la fin du mois d'avril 2023. Quant au village d'athlètes, l'option de l'université de Kinshasa a été confirmée. Le second rapport a concerné la troisième session de la grande commission mixte entre la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo, en vue de matérialiser la volonté exprimée par les deux chefs d'État. Ces assises ont été organisées à Dar es Salaam. À l'issue des travaux, les partis ont conclu et signé un mémorandum d'entente en matière de défense
par les ministres des Défenses des deux pays respectifs. Les parties ont aussi établi une feuille de route pour des actions à réaliser pendant une période en indiquant les ministères sectoriels concernés. Le Conseil a pris acte de ces deux rapports. Et pour clôturer ces chapitres de points d'information, le ministre des Sports et Loisirs a présenté au Conseil les rapports finaux des États généraux des sports organisés à Kisontou du 29 août au 3 septembre 2022 sous le haut patronage du président de la République. Ces assises ont permis à la centaine de participants de réfléchir sur les voies et moyens pour élever ces secteurs de la vie nationale. Et les rapports qui en ressortent constituent l'ébauche sur base des indicateurs réels d'un cheminement vers le développement à court, moyen et long terme du sport congolais. Le ministre des Sports et Loisirs a clôturé son intervention en réitérant l'une des recommandations des participants relative à la mise en place d'un observatoire national de suivi et d'évaluation de l'application des résolutions dites de Mbouela en vue de la professionnalisation de la pratique du sport dans notre pays. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 75e réunion tenue le vendredi 30 septembre 2022. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier. Situation des finances publiques. Le ministre des Finances a informé les conseils des performances enregistrées ces derniers mois dans la gestion des finances publiques. En effet, les recettes mobilisées au mois de septembre 2022 ont été de l'ordre de 1800,5 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1461,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 123%. La performance des régies financières s'est raffermie davantage dans la perspective de l'atteinte de leurs assignations mensuelles. Les recettes cumulées du 1er au 30 septembre 2022 ont affiché 14 807,7 milliards de francs congolais, ce qui représente 133% de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à septembre 2022 attendues à 11 150,3 milliards de francs congolais et 101% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Avec ces chiffres, le gouvernement vient de dépasser les assignations budgétaires prévues pour l'exercice 2022. La situation cumulée par les régies financières indique un taux de réalisation par rapport à leurs prévisions annuelles respectives de 130% pour la DGI, 86% pour la DGRAD et 62% pour la DGDA. En ce qui concerne les dépenses, les chiffres provisoires indiquent pour le mois de septembre 2022 un total de 1863 milliards de francs congolais contre 14 540 milliards de francs congolais en cumul annuel. Ces dépenses ont été marquées, entre autres, par des paiements importants au titre des subventions, principalement les paiements des pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières et 2 mois de paiement des rétrocessions aux régies financières, le paiement de 60 millions des dotations à la Commission électorale nationale indépendante, ce qui porte à ce jour la somme totale versée à 345,8 millions de dollars américains, en s'est compris 47 millions de francs congolais de la 7e dotation décaissée en ce début du mois d'octobre. Les dépenses sécuritaires impérieuses, les dépenses d'investissement représentant 10% de toutes les dépenses en cumul annuel. La trésorerie de l'État présente un solde excédentaire provisoire de 26 milliards de francs congolais à fin septembre contre 630 milliards de francs congolais en cumul annuel. Sur un autre chapitre, le ministre des Finances a informé les conseils des conclusions de la récente évaluation mutuelle avec le groupe d'action financière GAFI du dispositif anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
de la République démocratique du Congo. Notre pays étant sous surveillance renforcée, il a réitéré l'engagement du gouvernement à assurer l'exécution du nouveau plan d'action agréé par le groupe d'action contre les blanchiments d'argent en Afrique centrale, GABAC, dans les délais impartis. Cela a été formalisé par un courrier officiel adressé au groupe d'action financière. Le ministre des Finances a été complété à ces propos par le ministre d'État, ministre au budget. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par les conseils. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 2 projets de texte. 1. Projet de loi portant prorogation de l'état de siège. La ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 octobre 2022. L'objectif étant de cristalliser les acquis des opérations antérieures en permettant à nos forces armées de poursuivre des actions d'envergure sur terrain en vue de restaurer la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. 2. Projet de décret portant gouvernance budgétaire. Le ministre d'État, ministre du Budget, a fait l'économie du projet de décret portant gouvernance budgétaire en République démocratique du Congo. L'application de ces textes, a-t-il expliqué, permettra de renforcer la discipline budgétaire, d'asseoir l'approche budgétaire basée sur la performance au moyen du budget programme et d'organiser la déconcentration de l'ordonnancement en responsabilisant davantage les acteurs des gestions. Le présent projet de décret a le mérite d'expliciter et de réglementer les modalités de mise en œuvre des innovations induites par les prescrits de la loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relatif aux finances publiques. Il s'agit respectivement de la gestion des risques budgétaires, de la conférence des performances, du cadre d'exécution budgétaire à mode programme, de la gestion publique axée sur la performance et de la régulation budgétaire. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet de décret. Commencé à 13 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17 h 42. Je vous remercie.